L'épée de vérité. La première leçon du sorcier. Chapitre 2. Richard resta un instant immobile, indécis. Comment être sûr, avant qu'il soit trop tard, que les 4 hommes traquaient vraiment la femme? Et en quoi cela le concernait-il? D'autant plus qu'il n'avait pas son couteau. Contre autant d'adversaires, il n'aurait aucune chance. Il regarda la femme avancer, puis il observa ses poursuivants. Quelle chance avait la voyageuse! Il se ramassa sur lui-même, muscles noués et durcis par l'effort. Que pouvait-il faire? Se demanda-t-il, le cœur battant la chamade. Le soleil matinal lui brûlait le visage et la peur accélérait sa respiration. Alors, une idée lui vint. Un raccourci donnait sur la piste des fauconniers à un endroit que la femme atteindrait dans quelques minutes. Mais où était-il exactement? La piste principale contournait le lac, gravissait la colline par la gauche et passait là où il se tenait. Si elle ne bifurquait pas, il pouvait attendre la voyageuse et l'avertir du danger. Mais que faire ensuite? De plus, les hommes l'attaqueraient sans doute avant. Cédant à une impulsion, Richard commença à dévaler la piste. S'il rejoignait la femme avant l'attaque et avant l'embranchement, il pourrait lui faire emprunter le raccourci. Ce chemin conduisait hors de la forêt, sur un plateau, puis s'éloignait de la frontière vers Acklen, là où il trouverait de l'aide. Et s'il se décidait assez vite, il pourrait dissimuler leurs traces et les 4 hommes ne s'apercevraient de rien. Croyant leur proie sur la piste principale, ils comprendraient leur erreur trop tard, quand Richard et sa protégée seraient depuis longtemps en ville. Mal remis de sa course précédente, Richard haleta comme jamais en dévalant la pente raide. La piste s'enfonçant de nouveau entre les arbres, il ne risquait pas que les chasseurs le voient. Au pied des antiques pins qui flanquaient le sentier, un tapis d'aiguilles étouffait le bruit de ses pas. Richard ralentit un peu et chercha du regard le chemin latéral. Il ignorait quelle distance il avait parcouru et la forêt ne lui offrait aucun point de repère. Où était ce maudit raccourci? Passer devant un sentier aussi étroit sans le voir était si facile. Richard continua avec l'espoir de découvrir le raccourci derrière chaque tournant de la piste. Que dirait-il à la femme quand il la rejoindrait? Et si elle le prenait pour le complice de ses poursuivants? Si elle avait peur de lui? Si elle refusait de le croire, il n'aurait pas beaucoup de temps pour la convaincre de ses bonnes intentions. Au sommet d'une petite butte, il chercha de nouveau la bifurcation, ne vit rien et continua à courir. Hors d'haleine, chaque inspiration lui était une torture, mais s'il n'atteignait pas l'embranchement avant la voyageuse, il serait piégé, leurs seules options restant de courir plus vite que les 4 hommes ou de les combattre. Dans son état de fatigue, les 2 possibilités n'étaient pas envisageables. Cette idée lui redonna un peu de force. De la sueur ruisselait dans son dos et sa chemise lui collait à la peau. La tiédeur matinale semblait avoir cédé la place à une chaleur étouffante, mais c'était une illusion due à l'épuisement. Au bord du chemin, les arbres défilaient si vite qu'il ne les distinguait presque plus. Juste avant un tournant abrupt vers la droite, il repéra au dernier moment l'entrée du raccourci. Une rapide inspection du sol lui apprit que la femme n'était pas encore passée. Soulagé, il s'agenouilla, s'assit sur les talons et essaya de reprendre son souffle. La première partie de son plan était un succès. Il avait battu la voyageuse de vitesse. Restait à la persuader de le suivre. La main droite, comprimant son poing de côté, le souffle encore court, il se demanda pour la première fois s'il n'était pas en train de se ridiculiser. Et s'il s'agissait d'une jeune fille et de ses frères, d'un jeu peut-être? Ah, ce serait lui, le dindon de la farce, et tout le monde rirait à gorge déployée.
sauf lui. Il regarda la blessure sur le dos de sa main, rougeâtre, elle pulsait douloureusement. Il se souvint de la créature rouge dans le ciel. La femme marchait avec une détermination qui n'évoquait pas un jeu. De plus, c'était une adulte, pas une jeune fille. Et l'angoisse qu'il avait éprouvée en voyant ses 4 poursuivants, le 3e événement étrange de la matinée. Le dernier enfant du mal. Non, ses yeux ne l'avaient pas trompé. Ces gens-là ne s'amusaient pas. Des chasseurs et une proie, voilà ce qu'ils étaient. Richard se leva à demi, des vagues de chaleur déferlant dans son corps. Plié en deux, les mains autour des genoux, il prit quelques inspirations rapides avant de se redresser complètement. La femme déboucha du tournant juste devant lui. Un instant, il en eut le souffle coupé. Ses longs cheveux bruns soyeux dessinaient les contours de son corps. Presque aussi grande que lui, elle devait avoir environ le même âge. Sa robe ne ressemblait à rien qu'il eût jamais vu. Presque blanche, à ras du cou, la taille ceinte d'une lanière de cuir laissée d'une bourse. Le tissu fin, lisse et brillant, n'était orné d'aucune dentelle ou jabot, contrairement aux atours féminins dont il avait l'habitude. Nulle tache de couleur, pas de motif imprimé pour détourner l'attention de la manière dont le vêtement mettait en valeur les formes de la voyageuse. Bref, l'élégance de la simplicité. Quand elle s'immobilisa, les longs plis gracieux de sa traîne s'enroulèrent autour de ses jambes. Une silhouette indubitablement régalienne. Richard fit quelques pas vers elle et s'immobilisa à une distance suffisante pour ne pas paraître hostile. Elle ne broncha pas, les bras le long du corps. Ses sourcils, remarqua-t-il, rappelaient la forme élancée d'un oiseau de proie en plein vol. Ses yeux verts se rivèrent hardiment dans les siens. Un contact si intense qu'il menaça de lui arracher toute conscience de sa propre identité. En un éclair, il eut le sentiment d'avoir toujours connu cette femme, comme si elle était, depuis sa naissance, une part de lui-même, ses besoins et ses désirs recoupant les siens. Ce regard qui l'emprisonnait aussi sûrement qu'une main de fer sondait ses yeux à la recherche de son âme, en quête d'une énigmatique réponse. « Je veux vous aider », dit-il mentalement, une pensée plus lourde de sens que toutes celles qu'il avait jamais eues. Le regard de la femme, moins intense, desserra son emprise sur lui. Dans ses prunelles, il eut une chose qui l'attirait plus que tout. L'intelligence. Oui, l'intelligence brûlait dans ses yeux et dans tout son corps, glorieuse figure de proue de son intégrité. Pour la première fois de la matinée, Richard se sentit en sécurité. Une voix dans sa tête lui rappela pourquoi il était là. Il ne fallait pas perdre de temps. « J'étais là-haut », dit-il en tendant un doigt vers la colline. « Et je vous ai vu. » La femme regarda dans la direction qu'il indiquait. Il l'imita et s'aperçut qu'il désignait un entrelac de branches qui dissimulait la colline. Il laissa retomber son bras, tenté de passer outre sa méprise. Mais elle riva ses yeux sur lui, exigeant des explications. Richard les lui donna à voix basse. « J'étais sur une hauteur qui surplombe le lac. Je vous ai vu marcher le long de la berge. Des hommes vous suivent. »« Combien ?» demanda la femme impassible. Richard trouva la question bizarre, mais il répondit quand même. « 4. » Soudain blême, la voyageuse tourna la tête et sonda les bois, derrière elle. Puis elle se remit à le dévisager. « Et vous avez décidé de m'aider ?» À part sa pâleur, rien sur son superbe visage ne permettait de deviner ses sentiments. « Oui.
« Et que devons-nous faire » demanda-t-elle plus amicalement. « Un raccourci part de cet endroit. Si nous l'empruntons et que vos poursuivants restent sur la piste, nous les sèmerons. Et s'ils ne se trompent pas, s'ils suivent nos traces, je les brouillerai, dit Richard pour la rassurer. Ils ne nous traqueront pas, mais le temps presse et... S'ils nous suivent quand même, coupa la femme, quel est votre plan ? Richard la dévisagea à son tour. Sont-ils très dangereux ? Oui. La façon dont elle prononça ce mot banal lui coupa de nouveau le souffle. Une fraction de seconde, il vit une terreur animale passer dans ses yeux. Eh bien, le sentier est étroit et la végétation s'éclaircit vite. Ils ne pourront pas nous encercler. Avez-vous une arme ? Richard fit non de la tête, trop furieux d'avoir oublié son couteau pour s'en vanter à voix haute. Alors, dépêchons-nous. Une fois la décision prise, ils ne parlèrent plus pour ne pas trahir leur position. Richard dissimula hâtivement leurs traces et fit signe à sa compagne de passer la première. Ainsi, il se tiendrait entre elle et ses ennemis. La femme n'hésita pas. Les plis de sa robe ondulèrent derrière elle quand elle s'engagea sur le sentier. Les arbres à feuilles persistantes plantés des deux côtés du chemin lui conféraient des allures de tunnel obscur qui s'enfonçaient entre des branches basses et des buissons. Impossible de voir ce qui se passait autour d'eux. Richard jetait de fréquents coups d'œil en arrière, mais la visibilité était limitée. À cette restriction près, il n'y avait rien à signaler, et sa compagne avançait à un bon rythme sans qu'ils doivent l'y encourager. La pente devint bientôt plus raide et un seul rocheux succéda à la terre meuble. Les arbres, effectivement moins luxuriants, offraient une vue plus dégagée. Le sentier serpentait sur un terrain accidenté et traversait parfois de petits ravins jonchés de feuilles mortes qui crissaient sous leurs pieds. Les pins et les épicéas disparurent, remplacés par des bouleaux dont les branches, moins serrées, laissaient filtrer la lumière du soleil en une myriade de petites lucioles qui dansaient sur les pierres. Avec leurs troncs blancs constellés de points noirs, on aurait cru que des centaines d'yeux observaient les deux fuyards. N'étaient les croissements de quelques corbeaux, un silence rassurant les enveloppait. À l'abord de la paroi de granit que longeait le sentier, Richard posa un doigt sur ses lèvres pour indiquer à la femme de marcher plus prudemment encore. Au moindre craquement, l'écho trahirait leur position. Dès qu'un corbeau croissait, le son se réverbérait dans les collines. Richard connaissait cet endroit. La falaise répercutait les bruits à des lieues à la ronde. Il montra à sa compagne les grosses pierres couvertes de mousse qui tapissaient le sol. En marchant dessus, ils éviteraient de briser les branches et les brindilles dissimulées sous les feuilles mortes. Pour le faire comprendre à la femme, il écarta quelques feuilles, ramassa des brindilles et fit mine de les briser. Puis il porta une main à son oreille. La voyageuse hocha la tête, releva sa robe d'une main et entreprit de passer de pierre en pierre. Richard lui tapota le bras pour qu'elle se retourne et fit semblant de déraper pour lui signaler que la mousse était très glissante. Avec un sourire, elle hocha de nouveau la tête et reprit sa progression. La voir sourire, une surprise dans ces circonstances, réconforta Richard et dissipa un peu sa peur. Plus optimiste sur l'issue de cette aventure, il posa le pied sur une pierre. À mesure que le chemin montait, les arbres devenaient de plus en plus rares. Dans ce sol rocailleux, ancrer leurs racines tenait de l'exploit. Bientôt, ils ne virent plus, réfugiés dans des crevasses, que des arbustes malingres et ratatinés. Comme s'ils espéraient, en se faisant tout petits, offrir moins de prise au vent qui menaçait de les arracher de terre. Avec 1000 précautions, Richard et la femme continuèrent d'avancer. Le sentier n'étant pas toujours nettement tracé, elle se retournait souvent pour l'interroger du regard sur la direction à suivre. Il lui répondait en tendant le doigt ou en hochant la tête.
Il brûlait de connaître son nom, mais la terreur que lui inspiraient les 4 hommes lui imposa le silence. Excellente randonneuse, sa compagne avançait vite et se jouait des difficultés du terrain au point qu'il n'eut jamais besoin de ralentir pour ne pas la percuter. Sous sa robe, elle portait le genre de bottes en cuir souple qu'affectionnent les voyageurs aguerris. Voilà près d'1 heure qu'ils avaient quitté le couvert des arbres et traversaient le plateau sous un soleil brûlant. Pour le moment, ils se dirigeaient vers l'est. Plus tard, le sentier bifurquerait vers l'ouest. Pour l'instant, les 4 hommes, s'ils les suivaient, avaient le soleil en face, un handicap visuel non négligeable. Richard avait indiqué à la femme de se pencher autant que possible, comme lui, et il jetait sans cesse des coups d'œil derrière eux. Quand il les avait repérés près du lac, les chasseurs faisaient tout pour se cacher et un autre que lui les aurait sûrement manqués. Ici, le terrain était trop dégagé pour qu'on joue à ce petit jeu. S'ils ne voyaient rien, c'était qu'il n'y avait rien. Richard se détendit. Personne ne les traquait. Leurs poursuivants avaient dû suivre la piste des fauconniers et perdre le contact avec leur proie. Sa protégée et lui s'éloignaient de la frontière et approchaient de la ville. Tout allait pour le mieux, le plan marchait. Puisqu'ils avaient semé les 4 hommes, Richard aurait vu d'un bon œil qu'il fasse une pause, car sa main le lançait de plus en plus. Mais la femme ne manifesta ni le besoin, ni l'envie de s'arrêter. Elle continuait à un train d'enfer, comme si ses ennemis la talonnaient. Au souvenir de sa réaction, quand il lui avait demandé s'ils étaient dangereux, Richard renonça à se reposer. En ce début d'après-midi, si tard dans l'année, la chaleur était étonnante. Dans le ciel, d'un bleu étincelant, quelques nuages blancs dérivaient au gré de la brise. L'un d'eux évoquait irrésistiblement un serpent, tête en bas et queue en haut. Cette configuration bizarre rappela à Richard qu'il avait remarqué le même nuage dans la matinée. Où était-ce la veille ? Un détail qu'il devrait mentionner à Z dès qu'il le reverrait. Son vieil ami lisait dans les nuages. À l'instant même, il devait regarder le ciel, se demandant si son protégé avait aperçu le serpent. Si Richard oubliait d'en parler, il aurait droit à un sermon d'1 heure sur l'interprétation des nuages. Le sentier les conduisit sur la face sud du mont Dentelé, un petit pic qui tenait son nom de sa falaise en dents de scie. La traversant jusqu'à mi-hauteur, leur itinéraire offrait une vue panoramique du sud de la forêt de Veynes. Sur la gauche, auréolés de brume et à demi dissimulés par la falaise, se découpaient les pics géants déchiquetés qui marquaient la frontière. Richard distingua dans le manteau de verdure les formes marron d'arbres agonisants. Plus on approchait de la frontière, plus ils étaient nombreux. La liane tueuse, comprit-il. Ils traversèrent la corniche le plus vite possible, inquiets d'être en pleine vue, sans endroit où se cacher et aussi repérable qu'une mouche sur un mur blanc. Par bonheur, au-delà de la falaise, la piste remontait vers les bois de Hartland, puis gagnait la ville. Même si les 4 hommes s'étaient aperçus de leur erreur et avaient retrouvé leur piste, Richard et sa compagne disposaient d'une avance suffisante. Au bout de la falaise, tout près d'eux, maintenant, le sentier jusque-là étroit et traître s'élargissait assez pour qu'on y marche à 2 de front. Richard fit les derniers pas en frôlant la paroi rocheuse du bout des doigts pour se stabiliser et risqua un regard en bas. Toujours rien. Idem derrière lui. Quand il se retourna, il vit que la femme s'était immobilisée, les plis de sa robe ondulant autour de ses jambes. Devant eux, sur le chemin libre, quelques secondes plus tôt, 2 poursuivants les attendaient. Et si Richard dépassait d'une bonne tête presque tous les hommes de sa connaissance, ceux-là étaient plus grands que lui. Les capuches empêchaient de voir leur visage, mais les muscles qui saillaient sous les manteaux n'auguraient rien de bon. Comment avait-il réussi à les précéder ? Richard et sa compagne firent volte-face, prêts à détaler. Mais des cordes
tombèrent le long de la paroi rocheuse. Les deux autres poursuivants se laissèrent glisser jusqu'au sol et leur barrèrent la retraite. Aussi costauds que leurs compagnons, leurs manteaux ouverts dévoilaient des bandoulières et des ceinturons lestés d'armes. Richard se tourna vers les deux premiers hommes qui rabattirent lentement leurs capuches. Des coups de taureau, des traits taillés à la serpe, non dépourvus de beauté, des cheveux blonds. « Tu peux passer, mon gars, c'est la fille qui nous intéresse !» La voix grave du type était presque amicale, mais la menace demeurait, tranchante comme une lame. Sans daigner regarder Richard, le type enleva ses gants et les coinça dans sa ceinture. À l'évidence, il ne tenait pas le jeune homme pour un obstacle. Les trois autres attendirent respectueusement qu'il prenne la parole. La preuve qu'il était le chef du groupe. Richard n'avait jamais affronté une situation pareille. Doué pour éviter les ennuis, il ne s'autorisait pas à perdre son calme et ce pacifisme foncier transformait aisément les rictus en sourires. Quand les mots ne suffisaient pas, il était assez fort et rapide pour calmer le jeu avant que quelqu'un soit blessé. Au pire, il prenait tout simplement la tangente. Mais ces types-là n'avaient aucune intention de parler et il ne les impressionnait pas. Quant à prendre la tangente, c'était hélas exclu. Richard chercha le regard vert de la femme. Sans qu'elle abdiquât pour autant sa fierté, il y lut un appel au secours. « Je ne vous abandonnerai pas » souffla-t-il, penché vers elle. Soulagée, elle eut un bref hochement de tête et lui posa une main sur l'avant-bras. « Distrayez-les, dit-elle. Empêchez-les de m'attaquer tous en même temps et prenez garde à ne pas me toucher au moment où ils approcheront. » Elle serra plus fort le bras de Richard et sonda son regard pour s'assurer qu'il avait compris ses instructions. Même si leur sens lui échappait, il fit signe que oui. « Puissent les esprits du bien être de notre côté, » murmura la femme. Elle lâcha Richard. Les bras le long du corps, impassible, elle se tourna vers les deux premiers hommes. « Continue ton chemin, mon gars !» dit le chef, plus du tout amical. Ses yeux bleus brillants d'arrogance, il lâcha. « C'est la dernière fois que je te le propose !» Richard sentit une boule se former dans sa gorge. « Nous continuons tous les deux !» dit-il avec une assurance qu'il espéra bien limitée. « Pas aujourd'hui !» fit le chef en dégainant un couteau à la lame incurvée. Son compagnon tira une épée courte du fourreau fixé dans son dos. Avec un sourire de dément, il la passa au creux de son avant-bras, faisant couler le sang. Derrière lui, Richard entendit le crissement de l'acier contre du cuir. La peur le paralysa. Tout se déroulait trop vite. Et il n'avait pas l'ombre d'une chance. Un instant, personne ne bougea. Les quatre hommes poussèrent le cri de guerre des soldats prêts à mourir au combat et chargèrent. Épée courte, brandie à deux mains, le compagnon du chef fonça sur Richard. Derrière lui, un troisième agresseur ceintura la femme. Au moment où la lame s'abattait, il y eut dans l'air un roulement de tonnerre silencieux. Secoué par l'impact, Richard eut le sentiment que ses articulations explosaient. De la poussière tourbillonna autour d'eux. Le colosse à l'épée souffrait aussi. Un instant, il oublia Richard et regarda fixement la femme. Quand il reprit sa charge, le jeune homme s'adossa à la paroi rocheuse et lui propulsa ses deux pieds dans la poitrine. Le type décolla du sol, vola dans les airs, bascula hors du chemin et écarquilla les yeux de surprise quand il se sentit tomber dans le vide, l'arme toujours tenue à deux mains. Stupéfait, Richard vit un autre guerrier suivre la même voie, la poitrine déchiquetée. Mais il n'eut pas le temps de s'appesantir sur la question, car le chef bondissait sur la femme. Au passage, de sa main libre, il frappa Richard au plexus solaire. Les poumons vidés de leur air, le jeune homme s'écrasa contre la roche et sa tête percuta une saillie. À demi sonné, il parvint à se souvenir de sa mission, empêcher le tueur d'atteindre sa compagne. Puisant dans des ressources qu'il ignorait avoir, il saisit au vol l'énorme poignet de l'homme et le força à se retourner. La lame incurvée décrivit un arc de cercle vers lui. Quand il vit une lueur meurtrière dans les yeux de l'homme, Richard eut peur comme jamais dans sa vie. Une réaction normale,
au moment de mourir. Jailli de nulle part, le dernier agresseur enfonça une lame déjà rouge de sang dans le ventre de son chef. La violence de l'impact les entraîna tous les deux dans une chute mortelle. Jusqu'à ce que son corps s'écrase sur les rochers, le dernier agresseur poussa un atroce hurlement de rage. Toujours sonné, Richard se tourna vers la femme, certain de la découvrir égorgée dans une flaque de sang. Assise sur le sol, dos appuyé à la paroi, le regard perdu dans le vide, elle semblait épuisée, mais indemne. Incapable de comprendre ce qui s'était passé, Richard constata que sa protégée et lui étaient de nouveau seuls, dans un silence de mort. Le crâne douloureux, logique, après un choc pareil contre la pierre, il s'assit près d'elle, sur un rocher chauffé par le soleil. La femme n'étant pas blessée, il s'abstint de lui demander comment elle allait. Pour le moment, ils étaient tous les deux trop épuisés pour parler. Quand elle vit du sang sur le dos de sa main, la voyageuse l'essuya contre la paroi déjà maculée de traînées rouges. Richard faillit vomir. Comment pouvait-il être encore en vie? Et ce tonnerre silencieux, d'où venait-il? La douleur, au moment de l'impact, ne ressemblait à rien qu'il eût expérimenté. Assez de questions pour l'instant. Quoi que fût ce phénomène, sa compagne n'y était pas étrangère. Et il lui devait la vie. Mais tout ça n'avait rien de naturel. Il n'était pas sûr de vouloir en apprendre davantage. La femme appuya la tête contre la roche et la tourna lentement vers lui. « Je ne connais même pas votre nom. J'aurais voulu vous le demander, mais j'avais peur. » Du menton, elle désigna le précipice. « Ces hommes m'effrayaient tellement, je ne voulais pas qu'ils nous trouvent. » Elle semblait sur le point d'éclater en sanglots. Richard la regarda et comprit qu'elle ne le ferait pas. Mais ce serait de justesse. « Il me terrorisait aussi, » admit-il. « Et je m'appelle Richard Siffer. » Alors que la brise faisait volter de petites mèches sur ses joues, la voyageuse sonda de nouveau le regard de son compagnon. « Peu d'hommes auraient choisi de rester avec moi, » dit-elle en souriant. Richard trouva sa voix complément parfait de l'intelligence qui brillait dans ses yeux, aussi attirante que le reste de sa personne. Une fois de plus, il en eut le souffle coupé. « Vous êtes une personne comme on en rencontre rarement, Richard Siffer. » Atterré, Richard sentit qu'il s'empourprait. Chassant des mèches rebelles de ses yeux, elle se détourna pour ne pas ajouter à son embarras. « Je suis... » commença-t-elle, comme si elle allait dire quelque chose d'important. Elle se ravisa et tourna la tête vers lui. « Je m'appelle Callan. Callan Amnel. »« Vous êtes aussi une personne comme on en rencontre rarement, Callan Amnel. Peu de femmes auraient fait face de cette manière. » Elle ne rougit pas, mais sourit encore. Un sourire étrange, sans découvrir les dents, lèvres serrées, comme pour murmurer des confidences. Mais ses yeux souriaient aussi, exprimant son désir de partager. Richard se tâta à l'arrière du crâne, sentit une énorme bosse et regarda ses doigts, certain qu'ils seraient rouges de sang, mais il n'y avait rien. Plutôt étonnant, vu la violence du choc. Il regarda Callan et se demanda une nouvelle fois ce qu'elle avait fait et comment. Après le coup de tonnerre silencieux, il avait expédié un des hommes dans le vide. Un des deux autres avait tué son compagnon, puis éventré leur chef. « Callan, mon ami, peux-tu me dire pourquoi nous sommes en vie? Et pourquoi ces 4 tueurs ne le sont plus ?»« Tu penses ce que tu dis ?» demanda la jeune femme, surprise. « Quoi donc ?»« Eh bien, mon ami ?»« Évidemment, tu l'as dit toi-même. J'ai choisi de rester avec toi. Le genre de choses qu'on fait pour une amie, non ?»« Je n'en sais rien, » avoua Callan. Elle joua avec la manche de sa robe, les yeux baissés. « Je n'ai jamais eu d'amis, à part ma sœur. » Richard sentit qu'il avait touché un point sensible. « Maintenant, tu en as un. Nous nous sommes tirés ensemble d'une situation terrifiante. En collaborant, nous avons survécu. » Callan approuva d'un hochement de tête.
Richard regarda la forêt de Veynes, au loin, où il se sentait depuis toujours chez lui. Alors que le soleil faisait scintiller les feuillages, son regard fut attiré vers la gauche sur les taches marron des arbres morts ou agonisants qui côtoyaient des voisins encore sains. Jusqu'à ce matin, quand la liane l'avait attaqué, il ignorait qu'une plante tueuse envahissait les bois. Mais il approchait rarement autant de la frontière. Ses concitoyens plus âgés en restaient aussi loin que possible. Certains téméraires s'aventuraient plus près quand ils empruntaient la piste des fauconniers ou pour chasser, mais pas au point de voir ce qu'il avait vu. La frontière, c'était la mort, tout simplement. La traversée, disait-on, ne coûtait pas seulement la vie. On y perdait son âme. Alors, les gardes-frontières s'assuraient que les curieux passent leur chemin. « Et ma question ?» demanda-t-il soudain. « Tu ne m'as pas dit pourquoi nous sommes toujours vivants. » « Je suppose que les esprits du bien nous ont protégés, » répondit Callan sans croiser son regard. Richard n'en crut pas un mot. Mais il n'était pas dans sa nature, même s'il brûlait de curiosité, de forcer les gens à parler quand ils n'en avaient pas envie. Très tôt, son père lui avait appris à respecter le droit au silence des autres. Un jour, si elle le désirait, Callan lui confierait ses secrets. En attendant, il ne la harcèlerait pas. Tout le monde avait des secrets, y compris lui. Après l'assassinat de son père et les événements de la journée, il les sentait frémir désagréablement au fond de son esprit. « Callan, rien ne te force à dire ce que tu veux continuer à cacher, et ça ne nous empêchera pas de rester amis. » Elle ne le regarda toujours pas, mais acquiesça. Richard se leva, son crâne et sa main lui faisaient mal. Sa poitrine le lançait, là où le type l'avait frappé, et pour couronner le tout, il mourait de faim. « Michael, bon sang !» Il avait oublié la fête. Après un coup d'œil au soleil, il comprit qu'il serait en retard, pourvu qu'il ne rate pas le discours de son frère. Il emmènerait Callan avec lui. À la première occasion, il raconterait tout à Michael et lui demanderait de la protéger. Il tendit une main pour aider Callan à se relever. Quand elle le dévisagea, stupéfaite, il ne baissa pas le bras. Le regardant enfin dans les yeux, elle se laissa faire. « Aucun ami ne t'a jamais tendu la main ?»« Non. » Voyant qu'elle se détournait de nouveau, Richard changeait de sujet. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?»« Il y a 2 jours. »« Tu dois être plus affamé que moi. Viens, nous allons chez mon frère. » Il désigna le précipice. « On lui parlera des cadavres et il saura que faire. » Callan. Qui étaient ces hommes? On appelle ce genre d'équipe un quatuor. Ce sont des tueurs en quelque sorte. On les charge d'éliminer... Une nouvelle fois, elle renonça à dire ce qui lui brûlait les lèvres. Des gens? Abruptement, elle redevint aussi sereine que lors de leur rencontre. Moins on en sait sur moi, plus je suis en sécurité. Richard n'avait jamais rien entendu de tel. Pour se donner une contenance, il se passa une main dans les cheveux et tenta de réfléchir. Des idées confuses, mais sinistres, tourbillonnèrent de nouveau dans sa tête. Sans savoir pourquoi, il redoutait la réponse à sa question suivante. Pourtant, il ne put s'empêcher de la poser. « Callan, d'où venait ce quatuor? Cette fois, tu dois me dire la vérité. » Ces hommes me traquaient depuis mon départ des contrées du milieu, et ils ont traversé la frontière avec moi. Richard en fut glacé jusqu'aux os. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale et les poils de sa nuque se hérissèrent. La colère, enfouie au plus profond de lui, se réveilla et ses secrets manifestèrent de plus belle leurs inquiétantes présences. Elle mentait. Personne ne pouvait traverser la frontière. Personne. Aucun être vivant ne sortait des contrées du milieu, et nul n'y entrait. La frontière avait été érigée longtemps avant leur naissance à tous les deux, car la sorcellerie infectait les contrées.